Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. La semaine dernière, nous avons parlé de préparation au mariage et aujourd'hui, nous prolongeons notre réflexion en parlant de mariage. Comment vit-on le mariage? Comment peut-on concilier mariage, vie de famille, travail? Comment peut-on surmonter les crises? Volontairement, pour parler de ces questions, j'ai choisi un interlocuteur très différent de mon invité précédent. Cécile Husser s'occupe elle aussi de groupes de préparation au mariage, mais c'est une femme, elle est d'une autre génération, elle a une autre expérience. Cela nous permettra d'envisager d'autres problématiques et de présenter une image aussi complète que possible du mariage aujourd'hui. Cécile Husser, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu simple pour commencer. Vous vous occupez de groupes de préparation au mariage. C'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? Oui, et j'imagine que c'est une chose que les gens que vous préparez vous posent. C'est une question que les gens vous posent. Je pense que le mariage, par rapport aux autres formes d'union qui existent aujourd'hui, notamment la cohabitation, on peut définir d'abord le mariage, je pense, comme un engagement. On met tout en commun, on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre et c'est normalement un contrat à durée indéterminée. Et justement, pourquoi est-ce qu'il faut s'y préparer? Pourquoi est-ce que vous faites de la préparation au mariage? Parce qu'un mariage, ça se prépare, il ne suffit pas de préparer la fête pour que la suite soit réussie. Et parce que les sentiments sont certes nécessaires, mais ne suffisent pas. Et il y a des tas de dimensions à prendre en compte. Il est important de s'y préparer parce que la plupart d'entre elles ne peuvent pas être anticipées. C'est-à-dire qu'il y a la vie est longue et elle nous réserve de nombreuses surprises. Et mieux vaut se préparer à certaines d'entre elles. Mais se préparer comment? C'est-à-dire, on fait une revue de détails en disant « et si mon conjoint meurt? Et si j'ai des enfants? Et si… » C'est comme ça? Absolument pas, non, ouais. non. Nous invitons les fiancés à réfléchir à partir de 5 thèmes différents que l'on aborde sur un week-end. Et si vous voulez, le principe, c'est un petit peu d'amener ces jeunes à s'interroger individuellement puis en couple sur les thèmes en question et notamment d'apprendre à dialoguer dessus. Et ce sur quoi on essaie d'insister finalement tout au cours de la préparation, et on commence par ça, c'est sur l'importance du dialogue. Il est important d'arriver à communiquer, de savoir comprendre ce que dit l'autre. On vient de familles différentes, on n'a pas les mêmes façons de communiquer, on n'a donc pas les mêmes codes, et chacun doit apprendre la langue de l'autre. Et si déjà l'on sait parler, il sera beaucoup plus simple de passer au reste. Alors, je vais vous poser une question que j'ai déjà posée à mon invité précédent de la semaine dernière. Quelle est la question que les gens qui vont se préparer au mariage vous posent le plus souvent? Alors écoutez, depuis 3 ans, il y a une question qui revient avec de plus en plus d'insistance. C'est mais comment faire pour durer? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on y arrivera? Ça a l'air vraiment difficile. Et les jeunes qui posent cette question se basent sur ce qu'ils voient autour d'eux. Alors on peut peut-être penser d'ailleurs qu'ils sont plus sensibles aux échecs qu'ils ont vus qu'à tous les couples réussis qui sont peut-être plus nombreux. Le taux de divorce n'est pas encore de 50%, il n'est pas de 50%, mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et je pense qu'un échec de couple, ça doit beaucoup marquer et ça incite les gens à se poser des questions parce que je pense que tout le monde sent bien que derrière un échec, il y a beaucoup de souffrance et que le couple ne s'est pas marié pour en arriver là, c'est donc pas ce qui était prévu. Donc c'est quelque chose de délicat. C'est un peu étonnant parce qu'on démarre un mariage finalement avec une sorte de peur. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau, ça. Peur face à la durée. C'est quelque chose d'assez nouveau et la façon d'exprimer ou plutôt de vivre cette peur peut comporter certains risques. Parce que si de là, on se dit, bon, si jamais un jour ça ne va pas, je peux toujours claquer la porte, on s'autorise de fait à un engagement que l'on peut rompre à tout moment. Et je pense que cela affecte la solidité du lien et qu'en cas de crise, en cas de gros problèmes, eh bien, le socle sur lequel on aura besoin de s'appuyer ne sera peut-être pas assez solide. Alors, quels sont les retours que vous avez, parce que j'imagine que vous discutez avec les gens qui se préparent au mariage, sur leur désir de s'engager? Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de s'engager malgré cette peur? Parce qu'ils ont fait un certain chemin
Beaucoup en passant d'ailleurs par l'étape de la cohabitation. Et ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont envie de se dire l'un à l'autre, mais devant les autres, leur désir de faire leur vie ensemble. Et donc, il y a un besoin d'officialiser l'union, de la fêter aussi, c'est gai, c'est joyeux, et de manifester ce désir de durer. Et je pense que se le dire en chambre ou se le dire devant une assemblée, ça n'est pas la même chose, parce que se le dire publiquement, c'est aussi prendre les autres à témoin et leur faire partager la joie qu'on a de vouloir faire sa vie ensemble. Justement, mon invité précédent disait on ne se marie pas pour soi, on se marie pour les autres. Vous en pensez quoi? J'ai trouvé cette formule assez bonne, parce que de fait, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'officialiser. Bon, moi je vais vous faire une autre réponse. On se marie pour l'autre d'abord. Oui. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on ne se marie pas pour soi au sens où on se marie pour aimer l'autre, mais on se marie pour les autres, bien évidemment, parce qu'en fondant à notre tour une famille, on crée des liens nouveaux avec nos familles respectives et on s'insère dans le tissu social. Et en tant que famille, on est amené à prendre des responsabilités dans le monde tel qu'il est et à participer à sa construction. Alors, les gens qui viennent vous voir, est-ce que vous sentez des différences je vais vous poser une question un peu compliquée, dans la qualité de l'amour ou dans la façon dont s'exprime l'amour? Je veux dire, on se dit souvent, je vais me marier parce que je l'aime. Mais est-ce que vous, qui avez un regard extérieur, vous voyez des différences à ce niveau-là? C'est que vous me demandez si j'ai le sentiment que dans certains couples, le courant passe bien et que dans d'autres... Ou qu'on se marie, je pense qu'on s'aime toujours, mais il y a des amours-passion, des amours plus tendresse, etc. Est-ce que vous voyez des typologies ou est-ce que c'est... Et justement, est-ce que vous adaptez votre préparation en fonction de ces différences que vous sentez? Alors, on essaie évidemment au maximum de s'adapter, non pas à ce que nous on ressent, mais aux attentes qu'on fait exprimer aux jeunes couples. C'est-à-dire qu'au bout de quelques séances, on fait une petite relecture de ce qui s'est passé. On les invite à écrire des questions à les poser et puis on se débrouille pour y répondre dans la suite de la session. Et justement, c'est quoi les attentes? À part cette angoisse de la... Ah, alors écoutez, il y a un sujet rebattu et ça ne surprendra personne, Ouais. les belles-mères. C'est pas vrai. On est en plein dans la caricature. Enfin... On est en plein... Non, c'est pour ça que j'ai parlé des belles-mères. Oui. Plus sérieusement, la relation avec les familles respectives, ces jeunes ont besoin de la penser. Ils ont besoin parfois qu'on les aide à y penser. Parce qu'on s'aperçoit finalement qu'il y a énormément de familles dans lesquelles les choses ne se passent pas si bien que ça. Sous un vernis parfois un petit peu conventionnel, ou bien que les jeunes aient l'un pour l'autre un sentiment très sincère, on apprend parfois que les familles font opposition, se mettent en travers, alors de façon qui ne sont peut-être plus les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ans, mais ça arrive encore et il y a parfois des situations très délicates, très difficiles. Et justement, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, ce que nous, on conseille, enfin, on n'a pas de conseils à donner, mais ce qu'on rappelle à ces gens, c'est que leurs parents, jadis, ont posé l'acte un jour de fonder un couple et une famille, et que c'est leur tour à eux, et qu'il est normal de se séparer de ses parents, éventuellement pour mieux leur revenir après, mais leur revenir en tant qu'homme ou femme marié et père d'une autre famille distincte. Il faut parfois savoir mettre fin à une fusion qui a duré trop longtemps. Merci, Cécile Hussert. Il y a un moment, comme dit Victor Hugo, quand l'enfant paraît, c'est important dans la préparation au mariage d'expliquer ce qui va se passer, de faire parler les gens là-dessus. Ça me semble très important parce que lorsqu'on n'est pas encore marié, on en reste au stade du mariage, c'est-à-dire qu'on se prépare à s'engager. Mais on n'entrevoit peut-être pas toutes les modifications, les changements que connaîtra la famille dans les années et les décennies à venir. Et je pense qu'il est très important d'amener les gens à réfléchir ensemble
sur leur désir d'enfant et la façon dont ils conçoivent la famille. On est toujours influencé par un modèle familial. Oui. On est pour ou contre, en accord ou en conflit avec le modèle que nous ont transmis nos parents, mais on arrive avec deux cultures familiales différentes, desquelles on va former une troisième culture familiale différente. Et donc, ce sont des questions qu'il est important de se poser et d'évoquer ensemble. Alors, on va se les poser. Justement, comment est-ce que vous faites pour parler du désir d'enfant ? C'est pas facile de demander à quelqu'un est-ce que tu as envie d'avoir des enfants. Sauf que, il faut dire, vous intervenez dans des endroits plutôt catholiques et on a une sorte de moule où la famille produit des enfants d'une certaine façon. Écoutez, pas tant que ça. Oui. Pas tant que ça. Les jeunes que nous rencontrons sont souvent des jeunes qui sont dans la vie active, qui travaillent tous les deux. Je pense que ce cliché de la jeune femme qui a été élevée avec l'idée qu'un jour elle serait une bonne mère, une bonne épouse et qu'elle ferait des études, mais pour ne pas travailler, mais pour élever ses enfants, c'est un cliché peut-être qui en tout cas ne me semble pas correspondre à ma génération, ou en tout cas à la majorité des jeunes de ma génération. Oui. Et donc, comment vous leur en parlez de ce désir d'enfant ? Alors, nous, on leur en parle très peu, on les amène à s'interroger sur leur désir d'enfant. Est-ce que j'ai peur d'être parent ? Combien d'enfants est-ce que je me vois accueillir ? Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente en termes de temps, en termes de logement, en termes de carrière ? Qu'est-ce que je suis prêt concrètement à faire passer en premier ? Et toi, mon futur ou ma future ? Et comment est-ce que nous envisageons pour plus tard alors la répartition des tâches, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'à deux on peut envisager des choix professionnels, des choix aussi de résidence géographique, etc., qui soient liés à nos choix familiaux, et de façon à leur faire prendre conscience qu'en réalité tout se tient, et que quand on parle de désir d'enfant, il faut s'écouter et il ne faut pas hésiter à prendre en compte des paramètres concrets. Par exemple, quel genre de paramètres ? De paramètres concrets, eh bien, on ne peut pas vouloir pour une femme en tout cas, on ne peut pas vouloir être PDG, être carriériste et puis vouloir élever 6 enfants. Ça me semble difficile. Ou alors, on se dit qu'on prendra une de nounous, qu'on les fera essentiellement élever par quelqu'un d'autre en qui on aura confiance, mais qu'on se débrouillera, etc. Que peut-être le mari fera une carrière moindre que celle de sa femme. Il faut... Alors là, bon, je prends un cas extrême. Ce sont des choses dont il faut discuter et il faut se rendre compte que tout n'est pas possible. Et comme toujours dans la vie, le renoncement, c'est quelque chose d'important. Et si on fait le choix d'avoir des enfants, il y a nécessairement des choses auxquelles on devra renoncer. On verra moins ses amis, on sortira moins, on sera plus fatigué. Et tout cela aura évidemment une influence sur la façon de vivre. Et justement, comment est-ce que vous faites pour les amener à ces questions-là? Parce que c'est des questions qui sont pas faciles à mettre sur la table, parce que c'est des questions de carrière et souvent on est un peu réticent à en parler. Enfin, on a envie de faire une bonne carrière, mais on se dit... Mais ils en parlent entre eux, enfin, oui. Ils n'en parlent pas en groupe. Oui. C'est-à-dire qu'on laisse le couple... Oui, en parler de manière séparée, oui. Enfin, oui, on se comprend, c'est-à-dire pas publiquement, bien sûr. Ah non, mais du tout. Mais c'est quand même avec quelqu'un avec qui on a envie de faire sa vie, c'est quelquefois difficile de livrer son ambition, par exemple, en disant que sa carrière va être est pour soi plus importante que la famille. Je pense qu'il est important d'en parler. Oui. Il vaut mieux en parler avant qu'après. Oui. Et il peut être intéressant aussi de cerner un décalage entre le discours et ce qu'on vit réellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme discours pour moi la famille c'est important, je veux me marier, je veux avoir des enfants, c'est important, je veux construire quelque chose dans la vie. Et puis c'est apercevoir que tous les choix qu'on fait ne sont pas fonction de la famille mais de la carrière, par exemple. Et c'est important de se remettre en question, de faire le point, de savoir un petit peu où on en est et si on vit bien en accord avec les projets qu'on a. Et parce que vous êtes quand même une bonne observatrice de l'évolution des choses, quelles sont les tendances que vous sentez? Est-ce que les gens sont plus carrière, sont plus famille, ou est-ce que c'est très varié? Bon, je pense qu'il y a une certaine variété, on peut jamais généraliser. Je pense néanmoins que la conjoncture actuelle rend les choses beaucoup plus difficiles.
Le marché du travail est tendu, on l'entend partout. Et je pense qu'il est très difficile. On a parfois l'illusion qu'on peut choisir entre le travail et la famille. Et on s'aperçoit que dans le monde du travail, on n'a peut-être pas autant de liberté qu'on l'espérait. Et on ne peut peut-être pas choisir de travailler 20% de moins en gagnant 20% de moins, parce que quand on a un travail, on fait tout pour le garder. Donc je pense qu'il y a des paramètres économiques qui pèsent très lourdement sur les familles et sur la relation qu'on a avec la famille et le travail. Et alors j'ajoute quelque chose que nous n'avons pas dit, mais toutes ces questions que nous nous posons autour de la famille, on se les pose de façon récente en supposant que l'on peut parfaitement maîtriser sa fécondité. Je pense que ce sont des questions qu'on ne se posait pas de la même façon il y a encore quelques décennies. Et alors comment vous, parce que ça aussi c'est une question un peu compliquée, comment est-ce que vous en parlez, vous amenez le sujet? De la fécondité? Oui, et de la maîtrise de la fécondité. Alors écoutez, ce sujet de la fécondité, on l'aborde de façon très simple. Je pense d'abord qu'il ne faut pas prendre la fécondité uniquement, exclusivement au sens strict du terme. Oui. Un couple qui ne peut pas avoir d'enfants peut avoir une grande fécondité dans son entourage et lui apporter beaucoup. L'amour lui-même et le fait même de s'aimer sont féconds. Donc ce terme, nous le prenons dans le sens large. Et moi, je me base tout simplement sur l'appel de l'Église à une paternité ou une maternité responsable. Alors c'est au nom de la paternité et de la maternité responsable qu'on parle de régulation naturelle des naissances. Mais je pense qu'au nom de cette paternité et de cette maternité responsable, il faut aussi savoir de quoi on est capable, quelle forme de famille on est appelé à fonder, et donc voir les choses, là encore, sans exclure certains paramètres. Une jeune femme qui est épuisée parce qu'elle a eu 3 enfants en 3 ans a peut-être besoin de marquer le pas, de se reposer. Et c'est un paramètre, par exemple, extrêmement concret, mais qui est à prendre en compte. Et comment est-ce que vous faites pour dire au couple que c'est pas parce qu'il y a un enfant que la vie de couple doit s'arrêter? Vous voyez, très souvent, on a l'impression que l'enfant absorbe et que la vie des parents, d'une certaine façon. Est-ce que vous essayez de les mettre en garde, on va dire? Oui, alors il y a un cliché qui court, mais que moi je n'ai pas tellement vu autour de moi, celui de la mère qui oublie qu'elle est épouse parce qu'elle est accaparée par ses enfants. Moi je pense qu'il est extrêmement important de maintenir le couple comme cellule à l'intérieur de la famille, et les parents ne sont pas les enfants ne sont pas les parents, donc il y a une distance générationnelle qu'il est très important de maintenir. C'est déjà une première façon de préserver le couple. Et d'autre part, il n'est absolument pas égoïste de prendre du temps pour soi, de partir à 2 de temps en temps. C'est important pour les parents, c'est important aussi pour les enfants pour qu'ils puissent partir plus tard, de s'apercevoir que leurs parents n'ont pas besoin d'eux à 100% pour être heureux. Merci Cécile Husser. Une question qui va vous faire bondir, mais je vous la pose. Est-ce qu'une femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants et sacrifier sa vie de famille? Sacrifier, vous voulez dire sa vie professionnelle, justement. Mais alors, vous orientez la question en parlant de sacrifice. Oui. Bon, c'est vrai que la question du rapport entre la vie de famille et la vie de travail, elle est plus aiguë, à mon sens, pour une femme que pour un homme. Parce qu'on ne me fera pas croire qu'un père peut se substituer à la mère et vice-versa. Et donc le rôle et la présence de la mère ne sont pas interchangeables avec le rôle et la présence du père. Et je pense que cette question, il est important de se la poser. Il est vraiment important de se la poser. Et je pense que la réponse peut varier d'une famille à l'autre, mais même au sein d'un même couple, d'une période de la vie à l'autre. Donc vous la posez de façon un petit peu schématique. Je pense qu'il peut être intéressant justement d'abord de réfléchir à la bonne façon de, alors poser justement, cette question. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Enfin, justement, vous dites ça dépend des moments. Écoutez, moi, mon expérience à moi, puisque je suis maman de 2 enfants, c'est que finalement, on est sans cesse en train de redéfinir son rapport au travail et à la vie de famille. Avoir un bébé, ce n'est pas la même chose que d'avoir des enfants qui sont à l'école primaire, qui ont des devoirs le soir, et ce n'est pas la même chose que d'avoir des adolescents.
Et donc, il y a des périodes de la vie où on est plus disponible pour le travail, des périodes de la vie où on l'est moins. J'ajouterais, d'après ce que j'ai observé autour de moi, être mère au foyer, ça n'est pas ne pas travailler. C'est un travail qui demande énormément de présence, de compétences, pour lequel on n'a jamais de vacances. C'est une forme d'activité qui demande énormément d'énergie. Et certains ont peut-être déjà entendu des mères dire c'est moins fatigant d'aller au bureau que de passer le mercredi avec les enfants. Ils n'ont pas école, comment vais-je faire pour les occuper? Donc c'est vraiment, moi je regrette que le choix que font les mères d'élever leurs enfants ne soit pas plus reconnu et valorisé par la société comme une occupation à part entière. Je pense que c'est quand même c'est un choix qu'il convient de respecter et de valoriser. Alors cela dit, je connais des femmes à qui ça n'a pas convenu et d'autres qui sont très heureuses de s'occuper de leur maison, de leurs enfants. Oui, parce que j'ai fait le joli lapsus de dire sacrifier sa vie de famille. Quelquefois, ça peut être une manière de sacrifier sa vie de famille, parce que c'est pas. Enfin, je veux dire, il ne faut pas jeter la culpabilité sur des femmes qui ont fait d'abord ce choix d'être mère au foyer et qui après n'en peuvent plus. Enfin, c'est pas une. Souvent, on dit elle est mauvaise mère. Oui, alors, écoute, oui, mais on dit ça aussi des mères qui travaillent. Enfin, oui. On dit aussi. Quand on aime ses enfants, ce sont des choses qu'on entend, quand on aime ses enfants, on reste à la maison pour les élever. Qu'est-ce que c'est que cette idée de les faire élever par une autre et d'être à l'extérieur? Donc la mauvaise mère, elle peut être au foyer comme à l'extérieur. Oui. Alors, la bonne mère aussi. Oui. Justement, à l'extérieur, il y a le poids, on en a parlé dans un entretien précédent, il y a le poids de la société et le fait que les choses ne sont pas très faciles en ce moment dans le monde du travail. Comment est-ce que quels conseils vous donnez justement aux couples pour réfléchir à ça? Parce que la question va se poser à un moment ou à un autre. La question se pose et je pense qu'elle n'est pas facile. Et je pense que la plupart des couples ont tendance à privilégier le travail à deux. Parce qu'on se dit, si jamais l'un des deux est au chômage, on prend moins de risques. C'est-à-dire que la prise de risque est beaucoup moins forte qu'avant. Il y a une confiance peut-être moins grande dans l'avenir, non pas du point de vue affectif, mais simplement du point de vue économique. Il ne faut pas oublier que la prudence est une vertu. Donc ça n'est pas forcément un mal. Tout dépend des revenus de l'un, de l'autre, de la stabilité de son travail. Il y a des métiers dans lesquels il y a peu de licenciements, d'autres dans lesquels il y en a. Est-ce que mon conjoint est en libéral? Est-ce qu'il est fonctionnaire? Il y a un nombre important de paramètres. Est-ce qu'on pense pouvoir vivre avec un seul salaire, etc. Enfin, ça, ce sont des questions qu'il convient de se poser. Avec, à mon avis, le risque, si une femme fait le choix de rester à la maison, d'une répartition du type le mari assure la partie travail et la femme fait tout le reste. Ce qui aura pour conséquence que la femme travaillera beaucoup plus que l'homme. Pourquoi? Eh bien, parce que les journées familiales ne représentent pas 35 heures par semaine. Et donc, je pense de toute façon que la femme travaille ou qu'elle ne travaille pas, qu'il est important aussi que le père ait sa place, que la carrière n'occupe pas non plus toute sa vie et qu'il ne compte pas sur la mère pour se substituer à lui non plus. Alors, si on fait le choix de travailler, il y a, que les deux travaillent, il y a le problème de garder les enfants. Alors, comment vous faites? Quel conseil vous donnez? Tout le monde dit que c'est l'enfer. Vous m'avez vu lever les yeux au ciel. Oui. Le problème de la garde des enfants est un problème très difficile. Peu de place en crèche, difficulté à trouver des nounous en qui on ait confiance. Il faut bien comprendre qu'on ne confie pas ses enfants à n'importe qui et on ne peut pas confier ces enfants qui sont ce qu'on a de plus cher à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Et donc, ma foi, trouver quelqu'un qui mérite un tel trésor, c'est difficile. Et en même temps, cette personne à qui on confie un trésor, étant de simples particuliers, on ne la rémunère pas comme un cadre. Il faut aussi que le travail de la mère, si la mère travaille pour des raisons financières, il ne faut pas que le mode de garde détourne entièrement le salaire de la mère. Enfin, tout ça sont aussi des... Et alors justement, les jeunes couples que vous préparez, comment ils l'envisagent, ça? Est-ce que c'est une question qui revient souvent? Non, ça, je pense que c'est un aspect de la question qui est tellement concret qu'ils n'y réfléchissent pas encore. Ouais. Non, et alors, est-ce que justement vous les poussez à rentrer dans le concret ou vous restez dans le discours général?
Nous, on les incite déjà à réfléchir à leur désir d'enfant, combien est-ce que nous en voudrions, quand, etc. Je pense aussi que la question des modes de garde, elle se pose de façon concrète dans les mois qui précèdent la naissance, mais tout dépend de la situation familiale, des horaires, de l'endroit que l'on habite, là encore. Alors, justement, on a enfin, on a supposé que le couple allait avoir des enfants. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Comment est-ce que vous conseillez maintenant la relation au travail dans ce cadre-là, avec des couples sans enfants? Parce que là, la donnée change, en fait. Alors, la donnée change. Alors, tout d'abord, vous me faites penser, je ne vous l'ai pas dit, mais parmi les questions qui nous reviennent souvent, il y a aussi cette question, et si on n'arrive pas à avoir d'enfants? Il y a aussi la peur chez les jeunes de ne pas arriver à procréer, qui revient assez souvent. Qui est une question relativement nouvelle, je pense. Oui. Oui. Parce que je pense que chacun voit autour de lui des gens qui, dans le meilleur des cas, ont des difficultés pour avoir un enfant, voire n'y arrivent pas. Donc ça pose problème. Alors la question que vous me posez, elle est importante. Et bien évidemment, je vais vous répondre qu'il ne faut pas se réfugier dans le travail et que la carrière n'est pas l'endroit où l'on pourra fuir ses problèmes. Mais c'est vrai aussi pour les gens qui ont des parents. Rendre service au patron, boucler des dossiers le soir, ça peut être aussi le moyen d'éviter de retarder une conversation que l'on redoute ou de se désinvestir de la famille sans en avoir l'air, etc. Enfin, il faut bien réfléchir aux motifs de nos actions. Je pense que c'est important. On travaille 30 heures par semaine, c'est un fait. Maintenant, quelle réalité se cache derrière ce fait et qu'est-ce que ce fait dit de ma relation à mon conjoint et à mes enfants et à la famille comme projet? C'est-à-dire la fuite dans le travail, comme moyen d'éviter les conflits. Je pense que la fuite dans le travail, c'est quelque chose qui est renforcé aujourd'hui par le fait qu'on est ce que l'on a et que la plupart des gens ont l'impression de n'exister que socialement en fonction de ce qu'ils sont. Et donc je pense que cela n'aide pas à être libre et à poser de véritables choix et à agir en fonction de ces choix. Merci Cécile Hussert. Alors il y a des moments, Cécile Hussert, où les choses se passent mal, et c'est la crise. Et j'imagine que dans la préparation au mariage, apprendre à désamorcer les crises, à les voir venir, etc., c'est quelque chose d'important. Alors je pense que la première chose qui est importante, c'est de leur dire que la crise fait partie de la vie de couple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rêver de vie de couple lisse sans aucune crise. Et je prends souvent comme exemple la parabole du Christ. Le fou sur le sable a bâti sa maison, le sage sur le roc a bâti sa maison. Bon, la tempête, elle est pour les deux. Il y en a un qui résiste et pas l'autre. Voilà. Et donc la tempête, elle passera sous une forme ou sous une autre, avec peut-être plus ou moins de virulence, mais elle passera. Et donc il faut un socle sur lequel s'appuyer. Donc c'est par tout ce qu'on aura construit le reste du temps que l'on va pouvoir, à deux, ma foi, effectuer un petit passage difficile. Alors, une question un peu... Est-ce que dans les couples que vous préparez, certains sont naïfs et se disent « il n'y aura jamais de crise ». Ça vous arrive, ça? Oui. et c'est grave. Oui, parce qu'ils ont la peur qu'ils se disent peut-être que la crise serait le signe que rien ne va ou qu'on s'est trompé ou que ça n'est plus ça. Et je pense qu'il est important de changer de les aider, si vous voulez, à changer de perspective sur ce point, pour qu'ils se rendent compte que de même qu'il arrive que on se chamaille avec son frère ou son meilleur ami et que ça ne remet rien en question, et bien de même, il peut y avoir des désaccords dans le couple. Alors, ce que souligne la crise, alors c'est un mot qui est peut-être un peu fort, tous les conflits ne sont pas de graves crises. Le couple ne vit pas sur le mode de la guerre froide. Je pense que ce qui est important, c'est aussi que ces passages soulignent à la fois la double solidité et fragilité du lien conjugal. Ce lien, il est fragile parce que pour aimer l'autre, on se montre vulnérable à lui. Enfin, on ne se cache pas, on ôte sa carapace, donc chacun connaît les points faibles et les points forts de l'autre. Et on peut aussi appuyer là où ça fait mal, consciemment ou non. Et puis les paroles
que disent le conjoint ont une portée tout autre que celle que disent un ami, un frère ou un parent. Les choses prennent tout de suite une tournure beaucoup plus dramatique quand tout va mal ou quand on a l'impression que ça va mal, au contraire beaucoup plus gai quand ça va bien. Alors sur quoi portent les crises? Vous avez dû faire vos petits sondages. Mais que de cerises. Oui. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est la chaussette qui dépasse du panier qui sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui. Voilà. C'est-à-dire que ces crises, elles surgissent souvent à propos, si vous voulez, d'un événement concret, à partir duquel il va être possible de discuter et de décrypter un petit peu ce qui s'est passé. Et alors, justement, est-ce que vous ne suggérez pas quelquefois qu'il faut de temps en temps aller à la crise, pas que sur des queues de cerises, comme vous dites. C'est-à-dire qu'il vaut mieux rentrer vers l'affrontement plutôt que de rester dans le non-dit. Alors, je pense que le non-dit, c'est très mauvais. Oui. Mais attention, toute forme d'affrontement n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un petit événement anodin soit le révélateur que quelque chose ne va pas. Rien n'empêche de se dire on attend que les choses se calment et puis on en reparlera peut-être à un moment où les enfants seront couchés ou quand on sera tous les deux le week-end prochain. Enfin, il y a aussi des moments qui sont propices au dialogue. Et ces moments, il faut les repérer, les préserver. Et je pense qu'il est d'autant plus facile de franchir ces caps que l'on a pris l'habitude régulière de se parler, de se dire, de partager ce que l'on vit et donc d'entretenir le dialogue au quotidien. Et c'est grâce à ce quotidien qui sera vécu dans l'amour que l'on pourra, le jour venu, trouver un appui pour passer le cap. Pourquoi le dialogue est si important? Pour vous, ça a l'air d'être le maître mot de toute la préparation. Parce que je pense que c'est une illusion de se dire, puisqu'on s'aime, on n'a rien besoin de se dire, on se comprend. Oui. On se comprend sans avoir besoin des mots. Oui. C'est partiellement vrai, mais ça ne l'est pas complètement. Donc je pense qu'il est important que chacun sache comment va l'autre, comment il se porte, comment il ressent ou il vit telle ou telle chose. Est-il heureux dans son travail? Est-il heureux en famille? Est-il heureux en couple? Est-il heureux en lui-même? On voit des couples dans lesquels l'un des conjoints fait une dépression à un moment. Enfin, tout ça, c'est important de le savoir, d'en tenir compte et que ce dialogue se fasse dans le respect et qu'on écoute l'autre pour lui-même et avec l'idée, lorsqu'on confronte des points de vue, non pas d'avoir le dernier mot, mais de faire en sorte que chacun comprenne le point de vue de l'autre, quitte à reporter la conclusion à un autre jour. Et est-ce que vous croyez qu'on peut apprendre à désamorcer les crises? Écoutez, je pense que le fait de réaliser qu'un mariage, ça se construit au quotidien, ça en désamorce déjà peut-être un certain nombre. Mais je ne pense pas qu'il faille chercher à les désamorcer toutes. Si on vit dans la hantise de la crise et qu'on cherche à anticiper tout type de crise possible, de toute façon, il y en a qu'on ne verra pas. Il y a des choses qu'on n'aura pas vues et qui éclateront. Et puis, on risque d'être dans une attitude peut-être un peu frileuse. Oui, parce que justement, quelquefois, dans les préparations au mariage, on voit des gens extrêmement organisés, où on sent que vous devez en avoir des gens très... qui maîtrisent tout. Qui maîtrisent tout. Et comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Je pense qu'il faut leur faire comprendre aussi que dans le mariage, on ne maîtrise pas tout. On ne sait pas ce à quoi l'on ressemblera dans 20 ans. On ne sait pas ce à quoi le conjoint ressemblera dans 20 ans. Tout ce que l'on peut savoir, c'est qu'il est possible de changer ensemble si l'on s'en donne le temps. Et si l'on en a la volonté. Et on ne maîtrise pas ce que font ses enfants. Il y a tellement d'éléments qu'on ne maîtrise pas que si on veut tout maîtriser dans le mariage, on risque de se rendre malheureux pour des raisons dommages. Alors, je reviens à la crise, parce que c'est quand même le sujet de cet entretien. Bien entendu, il y a un mot qu'il faut prononcer, c'est le mot de pardon. Comment est-ce que vous présentez ce discours-là, qui est un discours chrétien un peu... Bon, les gens très chrétiens que vous recevez doivent le recevoir de manière simple, mais il y en a qui doivent se dire, c'est encore, vulgairement parlant, c'est encore les cathos qui nous ressortent leur vieux discours, quoi. Comment est-ce qu'on fait passer? Alors, tout est une question de communication dans la foi. C'est difficile. De communication et de façon de poser les choses. C'est-à-dire que le pardon ne consiste pas à... Comment dire ?
il ne consiste pas à gommer aveuglément ce qui a pu se passer. Il ne s'agit pas de faire comme si rien n'avait eu lieu. Et je pense que le pardon idéalement, doit se faire sur le mode de la réciprocité, de façon à ce qu'on ne tombe pas dans une logique de type bon, si je suis un bon cateau ou si je suis une bonne cateau, je dois lui pardonner, c'est mon devoir, et puis l'autre, pendant ce temps-là. Il faut faire très attention aussi au rapport à tout ce qui peut être de l'ordre du rapport de force, de la prise de pouvoir, de la domination de l'un par l'autre. C'est-à-dire que le pardon, il doit s'inscrire dans une logique de respect et dans une démarche constructive. Et je pense que pour pardonner à l'autre, il faut, si possible, avoir pu lui expliquer ce qui s'est passé, faire comprendre la façon dont on a vécu les choses. Et on peut s'apercevoir que l'autre nous a blessés sans l'avoir fait exprès. Et que donc lui n'a pas conscience du fait que nous, on a quelque chose à lui pardonner. Mais justement, le philosophe Paul Ricoeur disait que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait demande de pardon. Vous en pensez quoi? À propos du mariage, oui. Ce serait bien. Oui. Ce serait bien, mais je pense aussi que il faut savoir, là encore, hein, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, comme nous voudrions bien pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est difficile, mais je pense que l'idéal serait plutôt d'arriver à pardonner à l'autre des erreurs ou des fautes dont lui-même n'est pas encore conscient, ou plutôt lui pardonner le fait de nous avoir blessés alors qu'il ne s'en rend pas compte ou qu'il ne s'en est pas rendu compte. Ce qui n'empêche pas qu'il finisse peut-être par un jour. Merci Cécile Hussert. Jusqu'à présent, volontairement, on n'avait pas parlé de mariage chrétien, parce que le mariage est aussi ne fait pas rentrer forcément la dimension chrétienne. Mais là, j'aimerais qu'on parle vraiment de la spécificité du mariage chrétien. En quoi le fait d'être chrétien donne ou des clés ou des fruits supplémentaires dans la vie de couple. Et donc, ma première question, c'est comment est-ce que vous faites rentrer le discours chrétien dans vos préparations au mariage? Oh, alors ça, de plusieurs façons. Tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est inspiré par une sorte d'anthropologie chrétienne. Et donc, il y a aussi des conseils, des attitudes, des manières de faire qui ne disent pas leur nom, mais qui sont inspirées par l'expérience chrétienne du mariage, ce qui n'empêche pas qu'elle soit applicable au mariage civil. Et d'ailleurs, on voit commencer à apparaître des préparations au mariage civil qui s'appuient sur cette anthropologie pour aider les jeunes à prendre conscience de l'engagement qu'ils vont contracter. Alors, est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous rentrez, par exemple, dans les détails sur le sacrement? Ah oui, c'est important. On ne peut pas préparer au mariage chrétien en occultant le fait que le mariage est un sacrement. Oui. Ça me semble essentiel. On parle du sacrement et on parle de la prière. Oui. Alors, le sacrement, tout d'abord, ce sacrement, il est indissoluble. C'est un mot qui fait très très peur aujourd'hui. Comment faire pour durer? On ne peut pas se remarier, l'Église ne comprend pas, etc. Le fait que ce sacrement est indissoluble, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'on ne peut dire qu'une seule fois « je t'aime pour toujours ». C'est mathématique, c'est logique. Oui. Il signifie également que Dieu est partie prenante dans ce don des personnes l'une à l'autre. Je ne sais pas si mon prédécesseur a eu l'occasion de dire que le sacrement, les époux se le donnent l'un à l'autre devant en présence du prêtre. Oui. Dieu qui est là, il est témoin de cet engagement, il est même partie prenante, et lui le prend au sérieux, ce lien. Et on lui demande donc d'être le soutien de ce lien. Parce que l'homme et la femme qui se marient cherchent à s'aimer de l'amour dont Dieu nous a aimés. Et donc le lien qui les unit, c'est quand même un amour qui cherche à se rapprocher. Et alors, est-ce que justement les jeunes couples ont des questions là-dessus? Enfin, est-ce que c'est une angoisse pour eux, cette dimension sacramentelle? Une angoisse, non. Je pense que certains ne la perçoivent pas toujours très bien. Et je pense que
ce qui peut les angoisser, c'est ce fameux mot d'indissolubilité. Oui, qui fait peur. Qui fait peur parce que s'il est mal compris, on a le sentiment d'être pris au piège, alors que bien au contraire, c'est un appui de savoir que ce lien, finalement, quoi qu'il arrive, j'exagère un petit peu en disant cela, mais admettons, quoi qu'il arrive, ce lien, si on l'entretient bien, enfin ce lien survit. Et donc, il est une force sur laquelle on peut s'appuyer justement, notamment pour surmonter les fameuses crises dont nous parlions il n'y a pas si longtemps. Et donc, ce lien, il est un allié, un appui, bien plus qu'une entrave. Alors, vous avez dit, il y a le sacrement et il y a la prière. Alors, comment faire prier les gens ou comment diriger les gens vers la prière? Alors, tout dépend là aussi de leur histoire personnelle. Est-ce que je prie? Est-ce que je ne prie pas? Et on rencontre très souvent des couples dont les deux membres n'ont pas la même expérience de la prière. Alors, soit que l'un soit croyant et pas l'autre, soit que l'un est plutôt orienté vers l'action, l'autre vers la contemplation. Certains aiment prier à deux, les autres préfèrent prier seuls parce qu'ils sont très pudiques. Donc, je pense il est important d'expliquer que la variété est importante. Il n'y a pas une règle, une méthode, une seule façon de faire. Et ça me semble très important. Alors, ce qu'on essaie de leur proposer aussi, c'est une expérience de la prière. Et certains ont la stupeur de se découvrir capables de prier, ce qu'ils ne soupçonnaient pas. J'ai trouvé quelque chose à dire. et c'est magnifique. Et donc, on les incite aussi à réfléchir ensemble à la façon dont ils souhaitent intégrer la prière à leur vie de couple, ensemble ou pas. Et également sur la façon dont ils envisagent l'éducation religieuse de leurs enfants. Oui. Alors justement, on va aborder ces deux thèmes. D'abord, la prière dans la vie de couple. On vit dans une société où rien ne pousse à la prière d'une certaine façon. Ben non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et puis comment y penser? Enfin, c'est toujours la bonne excuse. Comment est-ce que vous leur suggérez, parce que j'imagine que vous n'allez pas vérifier comment ils prient, comment est-ce que vous leur suggérez cette prière? Encore une fois, c'est un problème de communication. C'est difficile de dire à quelqu'un prie. Ça, c'est certain. Eh bien, écoutez, nous, on leur parle de la prière, en fait, en tentant de leur faire comprendre que ce moment qui est brûlé, consumé pour un autre que nous et qui donc ne sert à rien, peut changer l'orientation de la journée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas nécessairement d'aller à la messe tous les jours, de prier 1 heure par jour, de faire ceci. On n'est pas des religieux, on est des laïcs et on se doit à notre travail, à notre conjoint, à nos enfants. Donc notre vocation de chrétien, elle s'accomplit à travers tout cela. Mais tout cela ne reste l'accomplissement de la vocation chrétienne que s'il est porté par et dans la prière. Voilà. Alors, je pense qu'on peut appeler prière aussi toutes ces tentatives, si vous voulez, de faire prendre un autre relief à ce qu'on vit. Pour certains, ce sera 20 minutes le matin ou le soir. Pour d'autres, ce sera en attendant le métro, on essaie de penser, de prier. Ce sera des petits clins d'yeux rapides. Clins d'yeux. Oui, c'est joli. Oui, chacun a son mode de... On essaie de ne pas les enfermer dans une méthode, entre guillemets, de façon à ce qu'ils ne se disent pas « Ouh là là, ça c'est pas pour moi, je ne m'y sentirai pas à ma place, là vraiment je n'en suis pas. » Donc je pense qu'il faut inciter chacun à trouver une forme de prière qui lui soit propre et rappeler aussi que la prière, c'est comme le reste une aventure, donc elle évolue sur toute une vie. Les façons de prier évoluent sur toute une vie. Et l'éducation des enfants. Alors comment... Alors l'éducation tout court ou l'éducation religieuse? L'éducation religieuse, bien sûr. l'éducation tout court est une obligation. C'est une conversation également. Oui. Ça, l'éducation religieuse, alors ça dépend énormément, avant tout, de la religion des deux parents. Oui. C'est-à-dire que dans un couple catholique, la question ne se pose pas vraiment. Alors la question qui va se poser, ce sera les moyens qu'on va se donner d'élever ses enfants. Est-ce qu'on fera l'effort? Est-ce qu'on y arrivera? Il y a une grande peur des parents de ne pas être compétents. Oui. Et ils ont un peu le sentiment que eux, ils sont parents, c'est pas leur boulot, c'est un peu le boulot du curé de faire l'éveil à la foi, du caté. Et c'est important de leur faire prendre conscience du fait que, comme parents, ils ont un rôle
essentiel à jouer. Et, j'ai entendu un prêtre dire un jour, mais le premier prix Dieu des enfants, c'est les genoux de leur maman. Et bon, je pense que c'est important. Alors, la question aussi, il est important qu'ils se la posent lorsqu'ils ne sont pas de la même confession. Oui, ou qu'il y en a un qui est catholique et l'autre athée ou agnostique. Oui. Voilà. Et là, je pense que je vais revenir avec le même mot, mais il est important de pouvoir en parler, que le sujet ne soit pas tabou, parce que c'est une façon de l'éluder, et d'arriver à une position commune. Si un couple mixte se prépare à un mariage chrétien, il faut quand même tenir compte de la dimension chrétienne de ce mariage. On ne peut pas faire semblant. Mais là encore, c'est une histoire à inventer à deux. Merci Cécile Husserl de nous avoir fait partager votre expérience de préparatrice au mariage, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, d'accompagnatrice au mariage, peut-être. Merci beaucoup et merci de votre expérience.